1918, c'est la dernière année de la Première Guerre mondiale. On célèbre une victoire, c'est vrai, mais derrière les défilés et les larmes de joie se cache une réalité bien plus sombre. Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette victoire si fragile, une victoire qui a pour beaucoup un goût de cendre. Allez, on commence par la fin. 11 novembre 1918, 11 heures du matin, les clairons sonnent, enfin le cessez-le-feu. Et partout en France, c'est une véritable explosion de joie. Cette une du petit journal le montre bien. Le soulagement est immense. L'ennemi a capitulé. La guerre est finie. Sauf que cette joie qu'on affiche dans les rues, elle cache une réalité bien plus complexe, bien plus douloureuse. Et c'est là toute la question. Après une telle hécatombe avec des millions de morts, des familles brisées, un pays en ruine, comment est-ce qu'on peut vraiment se réjouir? Ces mots, ils sont très forts. Ils sont de Joseph Colombe, maire de Draguignan à l'époque, et ils résument tout. Dans les rues, c'est l'allégresse. Mais dans les foyers, pour les veuves, pour les orphelins, pour les parents qui ont perdu un fils, la victoire a un goût amer. C'est un mélange de fierté, bien sûr, mais aussi d'une douleur insurmontable. Alors, pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un petit retour en arrière. On retourne au début de 1918. Et à ce moment-là, croyez-moi, rien n'est joué. Au contraire même. L'Allemagne s'apprête à tenter un coup de poker absolument décisif. Le 3 mars 1918, un événement majeur se produit. La paix de Brest-Litovsk est signée. En gros, la Russie, en pleine révolution, se retire du conflit. Et pour l'état-major allemand, c'est une aubaine incroyable. Ça libère près de 80 divisions du front de l'Est qui peuvent maintenant être toutes transférées à l'Ouest. Et c'est là que tout bascule dans une véritable course contre la montre. D'un côté, on a le stratège allemand, Ludendorff. Il sait qu'il doit gagner, et vite, avant que les Américains ne débarquent en masse. De l'autre, on a le général Foch. Sa stratégie est simple, tenir, plier peut-être, mais ne jamais, jamais rompre, et attendre les Américains et les nouveaux chars. Pour forcer la décision, Ludendorff ne mise pas tout sur le nombre, mais sur une nouvelle tactique, incarnée par les Stoßtruppen. Fini les vagues humaines qui se font massacrer. Là, on parle de petits groupes d'assaut, des troupes de choc surentraînées, équipées d'armes légères, de grenades. Leur mission, s'infiltrer, contourner les points forts et semer le chaos dans les lignes adverses. Voilà à quoi ils ressemblaient. Ces soldats d'élite, c'était vraiment la dernière grande innovation tactique allemande de la guerre. L'arme qui devait, enfin, briser l'enfer des tranchées et arracher la victoire. Et au début, ça marche. Ça marche même d'une manière absolument spectaculaire. À partir de mars 1918, une série d'offensives massives, qu'on a appelée la bataille de l'Empereur, s'abat sur les lignes alliées. Et là, tout vacille dangereusement. Regardez bien cette carte, elle est édifiante. Les flèches rouges montrent l'ampleur de la percée. On parle de dizaines de kilomètres regagnés en quelques jours. C'est du jamais vu après des années où on se battait pour gagner quelques mètres. Le point de rupture est tout proche, surtout près d'Amiens, qui est un nœud ferroviaire vital. Si Amiens tombe, les armées britanniques et françaises risquent d'être coupées en deux. C'est la catastrophe assurée. Et en plus de cette offensive militaire brutale, l'Allemagne joue aussi une carte psychologique. L'idée, c'est de démoraliser l'arrière, la population civile. Et pour ça, une nouvelle arme terrifiante est déployée contre Paris. Alors juste une petite précision, parce qu'il y a souvent une confusion qui perdure encore aujourd'hui. On entend souvent parler de la Grosse Bertha, mais ce n'est pas elle qui a bombardé Paris en 1918. La Grosse Bertha, c'était un énorme mortier de siège. L'arme qui a frappé la capitale, c'est le Pariser Cannon, le canon de Paris. Une pièce d'artillerie complètement différente, conçue pour un seul but, terroriser les Parisiens. Le point clé, c'est ce chiffre. 120 km de portée. C'est juste inimaginable pour l'époque. Essayez de vous mettre à la place d'un Parisien. Vous êtes en ville, et tout à coup, une explosion. Pas de sirène, pas d'avion dans le ciel, juste le bruit de la destruction qui tombe de nulle part. C'est ça, la terreur que ce canon a semée, une angoisse permanente. Et la voilà, la bête, un monstre d'acier, servi par des marins. Il va tirer près de 400 obus sur Paris. Mais, et c'est là toute l'ironie, l'effet stratégique est nul. Pire encore, au lieu de briser le moral, la terreur causée par ces bombardements aveugles ne fait que renforcer la détermination des Français. L'effet psychologique est donc complètement manqué. Parce que oui, face à cette situation qui semble désespérée, les Alliés vont enfin prendre les décisions qui vont tout changer. Ils vont réussir à stopper l'avancée allemande avant de lancer la contre-attaque qui sera, cette fois, décisive. Cette chronologie est fascinante parce qu'elle montre à quelle vitesse tout bascule. Et le point de départ de tout ça, c'est une décision qui est née du désespoir. Face à la menace d'un effondrement total, les Alliés acceptent enfin ce qu'ils avaient toujours refusé, un commandement unique.
Tout s'est joué ici, dans cette salle, à Doullens, le 26 mars 1918. Face au risque de voir leurs armées coupées en deux, les Français et les Britanniques se mettent enfin d'accord et confient la coordination de toutes les opérations au général Foch. C'est la décision qui va sauver les Alliés. Et la stratégie de Foch, c'est ce qu'on a appelé la défense élastique. En clair, il ne cherche pas à tenir chaque mètre de terrain à tout prix. Au contraire, il laisse les Allemands avancer, s'épuiser, s'enfoncer dans des poches pour mieux pouvoir les frapper sur les flancs. Son but, c'est de gagner du temps. Le temps que les renforts américains, les SAMI, et que les nouveaux petits chars Renault arrivent en masse sur le front. Et sa stratégie fonctionne. L'offensive allemande finit par s'essouffler. Les fameuses Tuchtruppen ont subi des pertes terribles, les réserves allemandes sont à sec. Et le 18 juillet, sur la Marne, Foch lance la grande contre-attaque. C'est le début de ce qu'on appelle l'offensive des 100 jours, une offensive alliée continue qui ne s'arrêtera qu'à l'armistice. On est donc revenu à notre point de départ. Le 11 novembre, l'Allemagne, à bout, signe l'armistice. La guerre est gagnée. Mais à quel prix? Et surtout, est-ce que cette paix est vraiment solide? Ce chiffre, il illustre une partie du coût humain, souvent oublié. 550 000. C'est le nombre de soldats français qui ont été faits prisonniers de guerre dans les camps allemands. Ils y ont vécu des conditions épouvantables, marquées par la faim, le travail forcé, les maladies. Leur retour au pays est une autre épreuve, au sein d'une France déjà traumatisée. Cette image est incroyablement parlante. Après des années de haine, de combats acharnés, la fin des hostilités révèle soudain une humanité partagée dans la souffrance. Ces deux hommes, épuisés, sales, sont avant tout des survivants. La distinction entre le vainqueur et le vaincu, à ce moment précis, elle semble bien dérisoire. Mais cette humanité qu'on voit sur la photo, elle ne dure pas. La fin des combats ne règle rien, bien au contraire. En France, la volonté de faire payer l'Allemagne est immense. Et en Allemagne, des militaires comme Ludendorff commencent à propager une idée terrible. L'armée n'aurait pas été vaincue sur le terrain, mais trahie par les politiciens et les civils à l'arrière. C'est le début du mythe funeste du coup de poignard dans le dos. Un mythe qui va empoisonner la politique allemande et devenir l'un des piliers de la propagande nazie. Et c'est la question qui reste. L'armistice de 1918 a mis fin à un conflit mondial, mais il a créé une paix amère, une paix pleine de rancœur et de frustration. Une paix tellement fragile qu'elle portait déjà en elle les graines de la catastrophe suivante. Alors, une victoire, oui, sans aucun doute, mais peut-être juste un entracte de 20 ans dans une guerre qui en a duré 30.